bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM, on espère que vous allez bien. Une émission un petit peu spéciale. Aujourd'hui, c'est la semaine de la presse à l'école et du coup, on va découvrir le projet de la classe de 5e 1 du Collège des Padules. Alors, ils sont très nombreux, ils sont tous ici, mais il y a un autre morceau qui va pas tarder à arriver, mais ça, ce sera tout à l'heure. On va partir du côté de Vivario, retrouver Francesca. Francesca, bonjour. Comment ça va? Bonjour à tous. Ça va très bien, il fait un peu frais, mais bon, comme c'est le printemps aujourd'hui, c'est le 21 mars, vous le savez, dans le cadre de notre journée internationale des forêts, on va tenir bon et on va vous présenter un très très beau projet avec l'association PEFC Corsica. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Francesca. C'est une légende, c'est pas le printemps. Alors à suivre un sujet sur les escargots du Ricante, de et avec les élèves. Et enfin, à 13h, on va faire un focus sur ce fameux site remarquable Natura 2000. Comment est-ce qu'on fait pour préserver et protéger? Réponse évidemment à 13h. Mais tout de suite, comme l'émission est très chargée, on y va, jingle, c'est parti. Alors plus aujourd'hui que jamais, bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une émission un petit peu chargée. On va faire des présentations et on va commencer avec Marie Pierrogne. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes au milieu, vous êtes donc coordinatrice Clémy. Oui. Alors vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Vous êtes également prof d'histoire géo. Vous avez encadré cette classe, mais ce ne sont pas vos élèves. Non, ce ne sont pas mes élèves. Ce sont les élèves de Florence. Florence Andréani, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de français. Oui. Et vous êtes venu accompagner donc des 29 qui sont un petit peu éparpillés. On en a un échantillon ici. On a entre autres à la table Robin. Bonjour Robin. Bonjour. Quel âge tu as? J'ai 12 ans. 12 ans. Et donc tu te destines plus tard à devenir, je crois, chercheur en physique quantique. Oui, c'est ça. Donc plein de belles choses en perspective. Tu es venu accompagner d'Océane et Asma, entre autres, qui sont derrière. On vous fait un petit coucou. Vous avez le micro si vous voulez dire un mot. Bonjour. Ça va? Ça va. Et on a également Clara et puis tous les autres. Alors, j'ai pas tous les prénoms. Vous êtes venus également avec Christelle, qui est cachée là-bas derrière. Je ne sais pas si on la voit. Et également Félicia, qui est donc... pareil, qui a fait partie de l'encadrement de ce projet. Emmanuel, évidemment, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, c'est un petit peu compliqué de comprendre comment ça se passe. Du coup, on va essayer de commencer dans l'ordre avec le Clémy. Florence, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement le Clémy et quelle est sa mission? Alors, le Clémy, c'est le centre de liaison pour l'éducation aux médias. Donc, c'est un opérateur de l'éducation nationale, hein, c'est le rectorat en Corse. Et moi, je m'occupe donc plus précisément de l'éducation aux médias, c'est-à-dire apprendre aux élèves à décrypter l'actualité, à comprendre comment fonctionne un média, et puis à leur tour à être de bons relais, on va dire, de l'information. Il y a aussi une mission de formation auprès des enseignants, parce qu'effectivement, ils sont en première ligne, et puis encadrer des projets comme celui-ci, qui est un projet vraiment particulier puisqu'il a duré une très grande partie de l'année. Alors, c'est déjà la 28e édition de la Semaine de la presse à l'école. Ça a démarré hier, ça se poursuivra jusqu'au 25. Oui. Et en quoi est-ce que ça consiste exactement, cette Semaine de la presse à l'école? Alors, c'est une semaine, effectivement, un temps fort, on va dire, même si l'éducation aux médias, c'est toute l'année. Et ce temps fort, il permet de faire le point sur des actions un peu particulières. Et dans l'Académie de Corse, on a quelques opérations phares, même si quasiment tous les collèges, presque toutes les écoles sont inscrites grâce à un certain nombre de partenaires, les lycées. Et donc on a une thématique cette année qui s'appelle D'où vient l'info? D'où vient l'info? Voilà. Ça dure 2 ans. Oui, c'est ça. Ça dure 2 ans et c'est vrai que la question de la vérification des sources, d'aller chercher l'information, savoir s'informer, les rumeurs, intox, désintox, c'est vraiment un sujet d'actualité. Et au-delà du sujet d'actualité, c'est un vrai enjeu citoyen. Qui plus est avec cette génération hyper connectée. Hyper connectés, mais pas forcément formés sur les enjeux de comment on relaie une information. Ils ont beaucoup d'informations qui leur arrivent. Alors, les 5e, oui, ça commence. Mais ça va quand même crescendo. Et effectivement, ils
Ils ont l'info qui arrive par leur téléphone en général ou l'ordinateur de manière un peu impromptue comme ça. Ils vont eux-mêmes chercher de l'information. En général, on est à l'ère du numérique, donc c'est clairement sur Internet. Mais qu'est-ce que c'est que cette info? Est-ce que l'image correspond au texte? Qui a écrit? C'est vraiment très important. D'où l'intérêt de les éduquer, en particulier à la vérification des sources. Alors, il y a plein d'opérations qui ont été mises en place dans le cadre de cette semaine spéciale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement qui a fait quoi? Alors, rapidement, je vais essayer. Alors, il y a une opération qui a déjà quelques années qui s'appelle Faites la Une. Donc les élèves doivent, avec leurs enseignants, à partir de dépêches et de photos, créer la une d'un journal fictif. Donc ça permet de réfléchir à la hiérarchisation de l'information, quelle est la ligne éditoriale. On écrit pour quel lecteur, en fonction des lecteurs, c'est pas le même registre de langue. Enfin voilà, toutes ces thématiques. Alors là, on en a une. Pardon. Alors voilà, ce sont les lauréats de l'année dernière. Puisque les enseignants décident de la langue dans laquelle ils vont travailler, et puis voilà, ces questions de format, la publicité, enfin toutes ces questions qui sont liées à la presse papier. Alors il y a d'autres événements aussi qui sont mis en place, oui. En particulier cette semaine, oui. Alors, avec la venue exceptionnelle. Exactement, de Jean-François Aki, qui vient dans le cadre de ce questionnement sur le journalisme politique, puisque c'est une année électorale, ça ne nous a pas trop échappé. Non, je pense que c'est difficile. À l'échelle mondiale, j'ai envie de dire, puisqu'il y a eu les élections américaines, là c'est la campagne pour la présidentielle en France. Et donc c'est une opération qui s'appelle Rencontre lycéenne, parce que les lycéens sont évidemment beaucoup plus mûrs, en passe d'être des électeurs. Et donc ils ont droit à des invités un peu spéciaux. Donc c'est la 3e année. Ariane Chemin, il y a 2 ans, Patrick Chauvel pour le photojournalisme de guerre l'année dernière. Et puis cette année, vraiment très gentiment, Jean-François Aki a accepté de venir. Je crois qu'il a un planning particulièrement chargé. Donc il vient vendredi matin à Ajaccio, enfin vendredi toute la journée, et lundi d'après à Bastia. Donc on étend un peu la semaine de la presse. Alors une autre animation, c'est une exposition. Oui. On a entreaperçu l'affiche. C'est l'association de Plantu, le dessinateur de presse qui est tous les jours à la une du Monde, avec sa petite souris, et qui a créé cette association en se disant que le dessin de presse, c'était... en tout cas, le métier de dessinateur de presse, c'était parfois un peu méconnu. Alors, il y a eu beaucoup d'émotions au moment des attentats de 2015, en France et ailleurs. Et donc, cette association a créé des panneaux. Et donc, le Clémy de Corse a la possibilité de prêter cette exposition. Et elle va tourner, elle est itinérante, donc elle va être à Ajaccio. Et puis il y a une autre exposition qui est aussi au lycée de Sartène, et c'est une exposition aussi sur le dessin de presse, mais c'est en association, en partenariat avec une association locale, notamment d'anciens enseignants, donc c'est aussi une belle opération à Sartène. Alors, évidemment, il y a les collégiens de la 5e 1, donc du Padul, qui a contribué, j'allais dire, à cette semaine de la presse. Oui. Mais avant de découvrir en quoi consiste le projet, je vais demander à Clara, si elle est prête, de poser la question à nos téléspectateurs pour jouer. Donc, la question, c'est quel est le nom scientifique de l'escargot de Corse menacé de disparition ? Donc, si vous connaissez la réponse, appelez vite au 0800 000 900. Et à gagner, il y aura 2 places offertes par la ville de Bastia pour assister au tour de chant Lambert chante montant au théâtre de Bastia le 28 mars prochain. Et le dernier CD de Pierre Gambine, Bourcaise. Ah bah. Donc, soyez très attentifs à l'émission. Et la réponse commence par T. Ben voilà, c'est parfait. Merci beaucoup, Clara. Ben oui. Donc ce sera dans le sujet que vous avez réalisé et qu'on verra tout à l'heure. Alors, comment est-ce que ce projet est né ? Alors, il est né ici, dans vos locaux. À Viestel. Voilà. L'année dernière, avec la classe, on avait réalisé un journal qu'on avait appelé le journal de la classe.
Et nous avions donc été invités à visiter vos locaux dans le cadre de la semaine de la presse. Et puis quelqu'un chez vous, je crois que c'est la directrice de communication, Chargée de com, ouais. voilà, a lancé l'idée comme ça de pérenniser un partenariat entre la classe de 5e 1 et Viastel parce qu'ils avaient été appréciés, ils s'étaient montrés curieux, et, enfin, comme ils sont, quoi, dynamiques. Et donc c'était resté un peu en l'état. Et quand on a découvert la réforme du collège, on a découvert qu'il allait y avoir à réaliser des EPI. Enfin, ce sont des travaux pratiques interdisciplinaires. Voilà, Donc l'idée, c'est de monter un projet audiovisuel. Alors l'idée, c'est de monter un projet qui soit concret, pas forcément audiovisuel à la base. Et nous, comme on avait des petits journalistes en herbe, puisqu'ils avaient travaillé sur la presse écrite, on s'était dit pourquoi ne pas devenir des journalistes télé et réaliser un reportage et une interview. Alors, le thème était à définir. Et il se trouve qu'ils avaient travaillé en lien avec le conseil départemental, avec Madame Couder, qui est alors professeure de SVT, voilà, qui est un petit peu caché. Et ils avaient travaillé sur l'escargot endémique de Corse. Et les élèves ont dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas se rejoindre les deux idées ? Faisons un reportage sur l'escargot. Alors au début, ça nous a semblé un peu curieux. Et puis finalement, on s'est dit pourquoi pas. Et une fois que l'idée était trouvée, par contre, il a fallu trouver des partenaires pour nous aider. Parce que forcément, dans le cadre de l'école, alors on peut réaliser plein de choses, mais pas de reportage. On avait besoin de professionnels qui nous apportent leur savoir-faire. Alors Robin, comment ça s'est passé, la construction du sujet ? Qui a fait quoi ? En fait, au début, comme ma professeure l'a si bien dit, on a travaillé sur un journal de classe, et ça nous a beaucoup plu et tout. Et puis, au début, on a eu l'idée, mais comme ça, une idée nous passant par la tête, de faire un journal, mais audiovisuel cette fois, pas seulement écrit. Et donc, nous avons, au début, c'était une idée complètement presque volatile, folle, quoi. Oui, presque voilà, folle. presque folle. Et après, au fur et à mesure, cette idée s'est concrétisée. Et c'est une super expérience. Pour moi, c'est une super expérience. Et alors, qui a fait quoi, les filles ? On a fait déjà des groupes pour pouvoir... donc il y en avait qui travaillaient par exemple sur le commentaire, d'autres qui cherchaient des infos. Après on faisait des scénettes, tout ça. Et oui, c'était comme l'a dit Robin, c'était une très bonne expérience. Ça nous a permis d'apprendre des choses qu'on n'a jamais connues en fait. Et l'objectif, c'est que tout le monde ait quelque chose à faire. C'était un véritable travail d'équipe. Oui, c'est ça, tout à fait. Du coup, comme elle vient de le dire, Asma, on a fait plusieurs groupes pour l'interview, le commentaire, les scénettes, les micro-trottoirs. Après, on a eu de l'aide, tout ça. Et lors de notre sortie au Ricante, nous avons pu voir comment marchait une caméra, enfin fonctionne une caméra, ainsi comment tourner les questions micro-trottoirs et les scénettes. Voilà. D'accord. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de découvrir assez rapidement votre sujet et votre travail. Mais avant ça, il y a un rendez-vous sur lequel il faut insister aujourd'hui. C'est celui à ne pas rater ce soir sur Viastel. Oui, à ne pas rater ce soir sur Viastel sans aucune transition. Vent du Sud nous propose une soirée spéciale. Voilà, gastronomie autour d'une boîte de sardines. Oui, j'ai bien dit boîte de sardines. Comme des sardines en boîte, c'est le titre de ce documentaire, se lance dans l'exploration de plus de 2 siècles de coutumes alimentaires, d'inventions technologiques, de lutte sociale, etc. On voit tout de suite un petit extrait pour que vous compreniez mieux. La sardine est un mythe. Les sardines, et puis les font frire dans de grandes bassines. Du matin au soir, nettoie les sardines, et puis les font frire dans de grandes bassines. Écoutez le bruit de leurs sabots. Écoutez le bruit de leurs sabots. Voilà qu'arrivent les peines sardines. Écoutez le bruit de leurs sabots. Voilà les ouvrières du... Je ne savais pas au départ que les sardines étaient servies sur les grands paquebots qui traversaient l'Atlantique et que la sardine côtoyait quand même le caviar. À plusieurs milliers se mettent en grève. Un jour tout ensemble, ces fameux se lèvent. Vous salivez, vous désirez la sardine. Parce que la sardine, ça se mérite. Sardinières. Donc
vous aurez bien mérité de regarder ce documentaire ce soir. À découvrir donc à partir de 20h35. La deuxième partie de soirée sera consacrée à un documentaire sur la pizza, donc symbole de la mondialisation. Donc voilà, à ne pas rater ce soir à 20h35 sur Viastel. Donc c'est un pur hasard. Hein. Quoi donc? Les sardines, c'était aucun rapport. Très bien. Alors je vous l'avais promis, à suivre un reportage de et avec la classe de 5e du collège des Padules. C'est sur les escargots, c'est tout de suite. Ricante, situé au fond du golfe d'Ajaccio, près de l'aéroport. Ce site naturel, propriété du Conservatoire du littoral depuis l'an 2000, correspond à 41 hectares d'espace protégé, mais également à 3 km de plage fort prisée des Ajacciens et de l'Hélique Serratina. La gestion de cet espace est assurée par le conseil départemental de la Corse du Sud, et ce sont les gardes du littoral qui veillent sur le site. C'est donc au Ricante que nous les retrouvons afin de faire connaissance avec cet escargot si spécial. Mais l'essentiel du travail, c'est surtout de la surveillance et de l'entretien. Hein. C'est quotidien, vu la fréquentation, voilà, il faut un nettoyage quotidien. C'est intéressant de vous montrer en fait la différence entre les deux espèces. Ici, nous avons l'escargot petit gris, appelé l'escargot commun, et donc là, l'escargot, c'est l'Helix de Corse, l'Helix serratina tyrrhenaria. Donc c'est celui-ci qui est protégé. L'Helix tyrrhenaria serratina est une espèce endémique propre à la Corse qui a été découverte en 1843. Et on la pensait disparue en raison des nombreux bouleversements topologiques de son milieu. Donc cette espèce a été redécouverte il y a peu, en 1994. Alors, l'escargot a une coquille sombre d'environ 25 mm de couleur brune. Bon, l'une de ses principales caractéristiques est qu'il dispose d'une large sole pédieuse, c'est-à-dire la partie en contact avec le sol. Bon, c'est un animal nocturne qui a une durée de vie pouvant aller de 6 à 10 ans. C'est donc un animal qui ne sort que la nuit par temps humide et qui vient enfouir une profondeur d'environ 50 cm le jour, donc à ne pas confondre avec l'escargot petit gris. Diverses actions ont été mises en place sur le site du Ricante par rapport à l'importance de l'intérêt écologique qu'on peut avoir pour l'escargot de Corse. Donc, dans le cadre d'un programme national d'action qu'on appelle le PNA, le site est également inscrit au réseau Natura 2000 et diverses actions ont été mises en place, donc notamment par l'intervention de gardes du littoral qui assurent des missions de surveillance, d'entretien de site, de nettoyage du site, restauration des ganivelles et aussi également l'accueil du public et l'animation pédagogique scolaire. L'intérêt donc de nos missions, c'est principalement donc la sauvegarde des espaces naturels. Les consignes de sécurité à respecter sur le site sont donc l'interdiction de l'emploi du feu, éviter de jeter toutes sortes de détritus, de déchets en tout genre, l'arrachage des végétaux et la dégradation multiple des clôtures. Les gardes du littoral ont autorité et un pouvoir de police et ont autorité à dresser des contraventions et des procès-verbaux. Néanmoins, nous préférons privilégier le dialogue que le côté répressif. Bonjour, il est strictement interdit de jeter des déchets. Vous les mettez dans le sachet, vous les mettez au conteneur. Les premières mesures ont permis de protéger l'habitat de l'espèce. Donc nous avons par exemple en novembre dernier procédé à un comptage dans différents parcs sur le Ricante afin de voir l'évolution de l'espèce. Nous avons compté un certain nombre d'individus, notamment des juvéniles, ce qui nous permet de dire que la population est en bonne santé et se développe. Je pense qu'après les différentes mesures de redéploiement d'escargots sur le site permettra sa sauvegarde dans le futur. Félicitations, c'est un vrai sujet de pro tout ça. Bon, il faut dire que vous avez eu un petit coup de main quand même. Oui, on a eu un gros coup de main. Mais déjà, tous ceux qui nous ont accompagnés nous ont vachement aidés, nous ont amenés sur la voie. Et c'était vraiment super de voir tous ces spécialistes travailler dans l'audiovisuel. On a vraiment appris plein de choses. Et moi, je trouve que le rendu est vraiment super.
Mais si je peux rajouter quelque chose, Emmanuel. Voilà. En fait, c'était assez simple. Mais je dis pas ça parce qu'ils sont là et parce qu'il y a leurs professeurs. Ça a été assez simple de les accompagner parce qu'ils avaient déjà une réflexion sur ce qu'ils voulaient. Alors, ils savaient peut-être pas trop comment le dire, mais en tout cas, ils savaient déjà à quel résultat ils voulaient arriver. Donc ça, c'est déjà énorme. Et puis, alors, ils ont été très volontaires, ils ont été plein. Voilà, les micro-trottoirs, c'est leur idée, qu'on verra en partie d'eux. C'est leur idée. C'est pas facile, un micro-trottoir. Moi, c'est ma bête noire, le micro-trottoir. Tout de suite, ils ont voulu se lancer. D'ailleurs, je les ai laissés faire avec le cadreur et le preneur de son. Mais voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui leur tenait à cœur. Et je pense qu'on voit dans le résultat qu'ils se sont vraiment investis, aussi bien les professeurs que les élèves et que le personnel du département, parce que tout le monde a joué le jeu. Monsieur Agostini qui s'est improvisé comédien. Il y en a qu'on verra, voilà, qu'on a vu un peu moins. Le chef d'équipe, Anthony Wingler. Enfin bref, tout le monde a été vraiment partie prenante et je trouve que c'était enrichissant pour eux, d'après ce qu'ils disent, et puis pour nous aussi, ça a été. En tout cas, le résultat est vraiment, j'allais dire, très pro. Alors, on va marquer une petite parenthèse, si vous êtes d'accord. On va partir du côté de Vivario et pas du tout de Brocéliande, même si il fait pas super beau là-bas. Francesca, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. C'était passionnant en tout cas. Et je félicite tous les enfants, tous les élèves qui ont participé, donc et qui participent cette semaine à la semaine de la presse, bien sûr. Alors effectivement, nous sommes ici à Vivario pour parler dans le cadre de la Journée internationale des forêts. Ici, la forêt, c'est 2600 hectares de forêt domaniale. Donc c'était vraiment le lieu où il fallait être aujourd'hui, l'un des lieux en tout cas emblématiques de la Corse. Et nous sommes avec l'association PEFC Corsica, avec Émilie Bernard, qui en est la chargée de mission. Émilie, bonjour. Merci pour votre invitation dans cette forêt communale de Vivario. Alors PEFC pour votre gouverne, ça veut dire Programme Endorsement Forest Certification. C'est un label, c'est un mot bien entendu anglais. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Oui, alors effectivement c'est un mot anglais parce que c'est une démarche internationale qui est en application dans différents pays. En région française, en région Corse, c'est la démarche PEFC Corsica pour promouvoir la gestion durable à travers les propriétaires forestiers et l'ensemble des acteurs de la filière forêt-bois de Corse. Quels sont les objectifs de votre association ici en Corse? Alors, nous avons deux objectifs majeurs. Le premier, promouvoir la gestion forestière durable auprès des propriétaires forestiers et garantir aux consommateurs des produits issus de ces mêmes forêts à base de bois qui sont bien tracés de l'amont jusqu'à l'aval. Alors il faut dire également que au cours de votre travail, vous êtes labellisé EcoCert lorsque vous avez fait votre mission d'inspection chez les propriétaires terriens. Tout à fait. Donc tout au long de l'année, pour vérifier les engagements des propriétaires, nous menons des missions de contrôle pour vérifier que les engagements sont bien tenus. Et nous-mêmes, en tant qu'association d'accès à la certification forestière pour la Corse, nous sommes audités chaque année par EcoCert. Alors, vous fonctionnez en concertation avec plusieurs collèges. Il y a 3 collèges, les propriétaires donc et les gestionnaires de forêt, les entreprises qui exploitent le bois, bien entendu, et puis les usagers, c'est-à-dire les touristes qui vont se balader en forêt, pique-niquer, en tout cas profiter de notre belle forêt ici en Corse. Oui, c'est très important. PEFC est vraiment à l'interface de l'ensemble des acteurs de la filière forêt-bois de Corse, et c'est vraiment l'occasion pour tous ces acteurs de s'exprimer autour de la même table. Alors, les propriétaires gestionnaires, par exemple, quel est l'intérêt pour eux d'adhérer à l'association? Alors, tout d'abord, c'est une démarche volontaire. Le propriétaire, c'est pour lui l'occasion d'afficher son engagement pour une gestion forestière durable. Et bien évidemment, de la forêt sort du bois, donc de permettre de valoriser du bois certifié, mais pas que, valoriser toutes les fonctions, la fonction environnementale, protection de l'eau, la fonction sociale avec l'accueil du public et tous les différents acteurs de la forêt, tels que les éleveurs, les chasseurs également. Alors, je le disais tout à l'heure, 2600 hectares de forêt. Ici, la gestion durable d'une forêt, ça consiste en quoi, en quelques mots? Alors, concrètement, très concrètement, notamment la préservation de l'environnement, les incendies, tout ça? Tout à fait. Donc, dans cette forêt, la 10e forêt communale la plus grande de Corse, il y a différents enjeux et nous veillons à ce que tous ces enjeux soient pris en compte, notamment production de bois et gestion incendie. Dans la forêt de Vivario, il y a eu en 2000 un incendie qui a ravagé une partie de la forêt, mais face à cet événement, la commune de Vivario a très bien réagi en valorisant les bois qui pouvaient encore être valorisés en bois d'œuvre notamment suite à l'incendie, et puis par ailleurs assurer le renouvellement de la forêt, c'est-à-dire une régénération spontanée naturelle, donc les arbres qui apparaissent tout seuls, mais aussi par des actions de plantation et aussi
anticiper les risques, avec notamment un projet sur les images qu'on pu voir, avec l'exploitation de feuillus dans les talwegs. D'accord, alors on a très peu de temps qui nous reste. Si on veut adhérer à l'association, c'est simplement un contact direct. Les coordonnées de l'association s'affichent actuellement sur nos écrans. Et puis, si vous êtes intéressé par des métiers de la filière bois, sachez que bien entendu le lycée de Sartène en Corse vous fait bénéficier bien entendu de formation. Et puis il y a également l'école nationale du génie rural des eaux et des forêts à Paris-Nancy pour tous les métiers qui concernent donc cette filière, des techniciens aux ingénieurs. Merci Émilie. Merci à vous. Et on vous retrouve très bientôt. On vous suivra, je pense. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. À très bientôt, Francesca. Allez vous mettre au chaud, vous l'avez mérité. Alors nous aussi, on va parler de sites protégés et classés. Ce sera juste après à 13h. Ce sera donc le site du RICANT. Vous avez aussi contribué à enrichir l'émission. On va expliquer comment on valorise et on préserve la faune et la flore locale. Un dernier mot peut-être. Qu'est-ce qui a été le plus difficile et ce qui vous a le plus intéressé dans ce projet ? Le plus difficile, comme on avait tout ce personnel avec nous, tous ces professionnels, je pense que tout ce qu'on a trouvé difficile, ils nous l'ont montré, ils nous ont montré le chemin à prendre. Et avec le bon interlocuteur, tout devient simple. Voilà, Et d'ailleurs, on a bien compris que ça t'a passionné. Tu tenais à remercier tes professeurs. Je tenais à remercier déjà Madame Kulic, Madame Couder, le Clémy, Madame. Par mon prénom, ça va être mieux. Emmanuel. Emmanuel Léopold, oui, pardon. Et puis Madame Andréane. C'est l'émotion, il trouve plus. Ouais. Oui. André, Romain, Vanessa, tout le monde. Voilà, tous ceux qui ont participé, à ce projet. Et l'aventure continue. Il y a beaucoup de travail encore à faire, notamment auprès de la famille. Ce sera vraiment 10 secondes. 10 secondes. Pour dire que le Clémy travaille aussi en direction des parents parce qu'eux-mêmes ont peut-être besoin d'être formés, mais sont aussi inquiets sur donc les enfants qui participent. C'est vous qui allez former vos parents. Voilà, c'est très bien. Les éduquer. En tout cas, merci beaucoup d'être venus. Félicitations pour ce beau projet qui a été extrêmement bien mené. On se retrouve juste après le journal qui est présenté par Stella Roche et pour découvrir donc le site protégé du RICANT. À tout à l'heure.